Voilà, sur la liberté de l'information, l'indépendance de l'information, je remercie Julia Cagé. J'ai pas envie de la présenter complètement, elle peut le faire pour ce qu'elle considère essentiel. Elle est économiste et spécialisée notamment sur la question des médias et des médias dans la société. On va s'asseoir, nous aussi. Donc ces derniers temps, même si ce n'est pas un phénomène nouveau, a été remis sur la place publique le débat sur l'indépendance des médias à la faveur des grandes concentrations qui sont à l'œuvre en ce moment dans le monde et en France, à la faveur aussi de la révolution numérique qui a bouleversé énormément les usages et aussi les offres, des concentrations qui étaient connues avant dans la presse écrite, elles se sont étendues aux médias audiovisuels et aujourd'hui on peut dire qu'elles sont verticales puisque ce sont des concentrations où on peut voir que des fournisseurs d'accès qui amènent l'information jusqu'à vous du point de vue technologique sont aussi propriétaires des contenus et des diffuseurs. Donc je laisse la parole à Julia, c'est sous la forme d'une conférence aussi, c'est-à-dire qu'elle expose, vous posez des questions, elle répond et je lui laisse la parole pour développer son propos, et là elle peut se présenter sur ce qu'elle a déjà produit et écrit sur cette question. À toi Julia. Merci beaucoup David pour l'invitation et merci pour la présentation et merci à vous alors surtout ceux qui sont restés sous la pluie. Voilà, ça, je suis assez admirative. Mais on n'a pas, voilà, la pluie est venue m'accueillir. C'est une question qui est extrêmement importante, la question de la liberté d'informer, la question de la liberté des médias, pour deux raisons. On va parler de la concentration des médias, notamment dans le secteur privé, mais je pense qu'il est difficile de ne pas commencer aujourd'hui par ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Et au cours des derniers mois, la redevance audiovisuelle a été supprimée par le gouvernement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait mis en place, il y a plusieurs décennies, pas uniquement en France, hein, d'ailleurs dans un certain nombre d'autres pays, un système qui permettait de garantir l'indépendance de l'audiovisuel public en ayant un financement de l'audiovisuel public qui était dédié finalement à cet audiovisuel. C'est ce qu'on appelle la redevance. La redevance, c'est ce que vous payez chaque année pour financer l'audiovisuel public, France Télévisions, pour financer Radio France, pour financer également l'Institut National de l'Audiovisuel, etc., etc. Cette redevance, elle souffrait d'un certain nombre de défauts, mais elle avait un mérite, c'est d'avoir ce financement pour l'audiovisuel public qui était spécifique et qui évitait d'une certaine manière toute forme d'interférence politique. Et je pense que c'est un excellent exemple finalement de la crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je pense que la première question, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on n'a pas réformé plutôt la redevance audiovisuelle. La redevance audiovisuelle, elle a plusieurs défauts. Pourquoi? Un, c'est un impôt que tout le monde paie indépendamment de ses ressources. Donc tout le monde payait chaque année le même montant de redevance audiovisuelle. Ce qui en fait un impôt qui était profondément injuste. Et de ce point de vue-là, il était nécessaire, et depuis longtemps, de le réformer, de faire en sorte que les plus modestes paient un peu moins, et puis que les plus aisés contribuent davantage au financement de l'audiovisuel public. Et puis cet impôt, il avait un deuxième défaut, c'est que quand on l'a mis en place il y a plusieurs décennies, il y avait une logique finalement d'avoir une redevance qui payait sur les ménages qui possédaient une télévision. Et puis au fur et à mesure, les comportements de consommation de la télévision ont changé. Et vous avez de plus en plus de citoyens, notamment les plus jeunes, mais pas seulement les plus jeunes, qui consomment de la télévision et qui consomment d'ailleurs aussi de la radio. Hein. La redevance, c'est pour la télévision publique et la radio publique, mais qui la consomment, qui sur une tablette, qui sur un ordinateur, qui directement sur un téléphone. Et c'est vrai qu'on avait cette assiette, finalement, de la redevance qui ne cessait de se réduire et qui ne correspondait plus du tout aux modalités de consommation de l'audiovisuel public. Donc d'une certaine manière, il y avait une logique à réformer la redevance. Par contre, il n'y avait pas de logique à la supprimer. Pourquoi? On nous dit, bon, on va supprimer la redevance, c'est un gain de pouvoir d'achat pour tout le monde. Ça, c'est important de l'entendre, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation économique extrêmement compliquée, avec l'inflation, mais ça avait commencé bien avant, où on a besoin de rendre aux plus modestes
du pouvoir d'achat. On nous dit, on supprime un impôt, gain de pouvoir d'achat pour tout le monde. Pas d'inquiétude pour l'audiovisuel public, hein, pas d'inquiétude du tout. On va garder exactement les mêmes ressources. Alors déjà, il faut nous dire où on va trouver l'argent. C'est-à-dire que si vous rendez de l'argent à tous les Français, mais qu'en même temps vous n'enlevez pas de ressources pour l'audiovisuel public, bah, fondamentalement, ça veut dire que vous allez le prélever ailleurs. Donc vous n'avez pas un gain de pouvoir d'achat pour tout le monde. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on nous a dit, ben, on va faire de la budgétisation. Ça veut dire quoi? Bon, on va prendre sur le budget général de l'État et puis chaque année, on va décider ensemble au Parlement combien on va dépenser pour l'audiovisuel public. Sauf que là, on a un problème. Parce que si on fait ça, ça veut dire que chaque année, c'est les patrons de chaîne, les patronnes en l'occurrence, qui vont devoir aller négocier avec l'exécutif les montants qui vont être consacrés au financement de l'audiovisuel public. Et ça entraîne plusieurs phénomènes, à commencer par un phénomène d'autocensure. C'est-à-dire que si vous dépendez d'un gouvernement directement chaque année pour votre financement, ben vous avez quand même à avoir un peu de mal à le critiquer. Ça vous met quand même dans une posture par rapport aux financeurs qui est une posture relativement compliquée. Donc ça, c'est vraiment le premier problème. Alors on nous dit, mais vous inquiétez pas, on va voter des budgets pluriannuels. Il faut quand même savoir qu'on avait mis en place, en plus de la redevance en France, un certain nombre de règles pour protéger l'audiovisuel public. Notamment la signature de ce qu'on appelle des COM, c'est des contrats d'orientation et de moyens. C'est des contrats de financement de l'audiovisuel public tous les 5 ans. Justement pour pas qu'il y ait d'interférence du gouvernement régulièrement. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement d'Emmanuel Macron pendant le premier quinquennat? Bah, ils se sont assis sur ces contrats régulièrement, ils ont demandé à l'audiovisuel public de faire des sacrifices. Donc le fait d'avoir une budgétisation, on nous dit vous inquiétez pas, on va figer les financements sur 5 ans, ça on peut relativement difficilement y croire. Donc en fait on avait un système de financement qui était stable, qui garantissait une assiette à l'audiovisuel public et on le supprime. Il y a eu beaucoup de péripéties parlementaires, notamment parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts pour supprimer la redevance. Ils ont eu peur de se faire retoquer par le Conseil constitutionnel qui a dit quoi? Qui a dit, en grande partie d'ailleurs, grâce à David, enfin... Il l'avait noté que si on passait à la budgétisation, on allait aller contre un principe constitutionnel, le principe constitutionnel étant celui de l'indépendance de l'audiovisuel public. Et donc ils nous ont pondu pendant la nuit une espèce de réforme qui a consisté à dire bah, pas de problème, on va utiliser une fraction de TVA pour financer l'audiovisuel public. Alors là, il fallait le faire parce qu'on avait un impôt extrêmement inégalitaire pour payer la redevance, parce que c'était le même montant pour tout le monde. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut trouver de plus inégalitaire encore? La TVA. Donc voilà, et là ils l'ont adossé au financement de la TVA. Mais ce qui est important, je pense, et qu'on ait bien en tête, l'enjeu ici, c'est pas de dire, il faut revenir en arrière et garder la redevance telle qu'elle existe. Il ne faut pas garder la redevance telle qu'elle existe, pour les défauts qu'on a dit tout à l'heure. Un, ça porte que sur la télévision, ça n'a plus de sens aujourd'hui. 2, c'est un impôt qui était injuste, il faut le rendre progressif. Il se trouve qu'il y a eu des réformes qui ont été faites ailleurs. Il y a eu des réformes qui ont été faites en Norvège, il y a eu des réformes qui ont été faites en Suède, il y a eu des réformes qui ont été faites en Finlande, qui ont consisté à faire quoi? Qui ont consisté à dire que plutôt que de prendre 137 € chaque année à chaque ménage, on va faire payer les foyers en fonction de leurs ressources. Et puis les plus modestes, ils vont payer 0, ou 5, ou 10 €. Puis ça va monter à 20 € si vous gagnez un peu plus, 50 € si vous gagnez encore un tout petit peu plus. Et puis si vous gagnez beaucoup, c'est-à-dire si vous faites partie des 15, 10, 5, 1% des Français aux revenus les plus élevés, là à la place de payer 137, vous allez peut-être payer 150, 175 ou 200 €. Ça s'appelle la justice sociale qui nous permettrait de garder un audiovisuel public indépendant et un audiovisuel public de qualité. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de l'avoir bien en tête. Parce que pendant longtemps, on nous a dit, regardez, on est dans un paysage audiovisuel de plus en plus concentré, de plus en plus fragilisé, avec une concentration de l'audiovisuel privé, mais au moins, on a un audiovisuel public de qualité. On le prenait pour acquis. C'est-à-dire, on passe notre temps à regarder les démocraties qu'on qualifie d'illibérales, on regarde la Pologne, on regarde la Hongrie, on dit, ah, regardez ce qu'ils ont fait avec leur audiovisuel. Mais nous, heureusement, on n'a pas ça. Là, il faut quand même savoir qu'on a donné les moyens potentiellement à un gouvernement d'extrême droite qui prendrait le pouvoir en 2027, ils n'auraient même pas besoin de faire les réformes qui ont été faites en Pologne ou en Hongrie. Avec le système qui vient d'être mis en place, ils ont les moyens, finalement, d'arrêter de financer du jour au lendemain l'audiovisuel public s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est la première chose, et je pense qu'il y a un combat qui est très fort, qui doit être mené. Ce combat, il n'est pas terminé.
Il n'est pas terminé déjà aujourd'hui, parce qu'il y a la navette parlementaire qui va revenir et qui va revenir en septembre. Il y a eu une mobilisation, notamment politique, au mois de juillet, quand il y a eu les annonces, mais ça a été fait en juillet par le gouvernement et l'exécutif pour de bonnes raisons. Il n'y a pas eu une grande mobilisation populaire, et ça, je pense que c'est extrêmement dommage, parce que l'audiovisuel public et son indépendance, ça nous concerne tous, et je pense qu'il faut quand même se mobiliser auprès des journalistes, pas pour défendre une profession, pas pour défendre les journalistes de l'audiovisuel, pas pour défendre telle ou telle chaîne, mais pour défendre la production d'une information publique, indépendante et de qualité. Et puis après, il y a un deuxième combat à mener qui semble assez mal engagé, mais pourtant il faut faire les réformes nécessaires aujourd'hui, qui est un combat pour davantage d'indépendance à l'intérieur des médias privés. On a une surconcentration aujourd'hui du paysage médiatique. Ça n'a fait que s'accélérer. La situation, elle se dégrade d'année en année. Vous voyez ce qui s'est passé là, au tout début de mon intervention, tout le monde est allé se regrouper sous 3 tentes. Bah, c'est à peu près ce qui s'est passé en France dans le paysage audiovisuel. Alors, on avait une multitude de médias, puis là, il s'est mis à pleuvoir. Ça s'appelle en partie Vincent Bolloré, pas que. Et puis il reste 3 tentes avec des groupes médiatiques qui sont complètement regroupés, concentrés, où il y a des atteintes à l'indépendance. On ne peut pas ne pas parler aujourd'hui de ce qui se passe avec Vincent Bolloré, et deuxièmement, de l'absence de moyens qui existent aujourd'hui dans la loi pour que soit le régulateur, soit les citoyens, soit les journalistes puissent intervenir et puissent se défendre. Vincent Bolloré, quand il est rentré en force dans le secteur médiatique en France, il a racheté quoi? Il a racheté ce qu'on appelait le groupe Canal. Donc il y avait Canal+, et il y avait une chaîne qui à l'époque s'appelait iTélé. C'est ça qu'il a racheté. Qu'est-ce qu'il a fait Vincent Bolloré à l'époque? Il a repris Canal+. Il a censuré des documentaires. Et il l'a reconnu. D'ailleurs, on voit l'importance d'un service public de l'information de qualité, puisque les documentaires qu'il a censurés, ils ont été diffusés où? Ils ont été diffusés sur France 2. Il a supprimé le Grand Journal. Il a supprimé les Guignols de l'info. Après, il s'est dit, tiens, c'est un peu compliqué de censurer des documentaires, donc il a censuré carrément, il a supprimé la cellule d'investigation. Voilà, comme ça va plus vite, plus besoin de vérifier ce qui est produit, il n'y a plus rien qui est produit du tout. Après, il avait fini avec Canal+, il s'est attaqué à iTélé. À iTélé, vous avez eu la plus longue grève de l'audiovisuel privé. Il a fait partir plus de la moitié de la rédaction. Il a renommé iTélé CNews. Une chaîne qui n'avait plus les moyens de travailler, sur lesquels il a pris entièrement le contrôle éditorial. Tout à l'heure, on parlait d'Éric Zemmour. C'est une chaîne qui a fabriqué un candidat. C'est-à-dire, on avait vu ça ailleurs, on avait vu ça aux États-Unis, avec Rupert Murdoch et avec Fox News. C'est la première fois qu'on a vu ça en France, et ça a très bien marché. C'est-à-dire, il a fabriqué un candidat de zéro, il a fabriqué Éric Zemmour, il a imposé sa ligne éditoriale. On a fermé les yeux, on a dit c'est difficile de réguler. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Je ne dis pas ça parce qu'il est assis à côté de moi. Mais il y a quand même eu la commission parlementaire qui a eu lieu au Sénat entre novembre et mars de l'année dernière, justement pour essayer d'auditionner les Bolloré et autres, et essayer de voir comment mieux changer la régulation aujourd'hui du paysage. Intervention à Canal. Plus de liberté éditoriale sur Canal+, plus de liberté éditoriale sur CNews. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Europe 1. Rachète Lagardère, il rachète Europe 1. Changement complet de la ligne éditoriale d'Europe 1. Europe 1, vous écoutez la radio le matin, pendant le week-end, vous écoutez CNews. Il a même fusionné en partie les rédactions. Ensuite, Paris Match, le journal du dimanche. On s'en retrouve aujourd'hui dans une situation où les journalistes, même de Paris Match, qui sont quand même pas des révolutionnaires en chef, se font licencier par les équipes de Vincent Bolloré parce qu'il n'est pas content avec telle ou telle prise de position quand il a imposé une couverture. Bon, et puis en plus, il ne s'est pas arrêté là, Vincent Bolloré. Là, on va parler essentiellement médias. Il a fait pareil dans le domaine de l'édition. Dans le domaine de l'édition, il est arrivé, les têtes sont tombées. On nous annonçait la fusion entre Editis et Hachette. Il reprend Hachette, le patron d'Hachette tombe, le patron de Fayard, la patronne en l'occurrence, doit partir, il met ses pièces, ses pions partout où il arrive. Face à ça, que font les journalistes? C'est quand même ça le problème. On pourrait dire que les médias sont un secteur protégé où on protège l'indépendance des journalistes. Les journalistes d'Europe 1, c'est pas courant en Europe 1, ils se sont mis en grève. Ils ont fait des manifestations, ils ont protesté, ils ont essayé de se défendre. Ils ont perdu. Les journalistes du GDD, ils ont perdu. Les journalistes de Paris Match, ils vont perdre. Et la question, c'est jusqu'à quand on va se satisfaire de ça? Et on va se réveiller quand le paysage médiatique sera dans quel état de ruine? On a aujourd'hui une législation sur la presse, papier, une législation
sur l'audiovisuel, la radio, la télévision, qui fondamentalement n'a pas été revue depuis 1986. Un peu, à droite, à gauche, mais fondamentalement, elle n'a pas été réécrite de fond en comble depuis 1986. Sachant que la régulation de 1986, c'est quoi? C'est la régulation de 1984 qui a été reprise par la droite, détricotée, rendue inefficace de plein de points de vue et simplement mise en œuvre. Donc aujourd'hui, il faut donner aux journalistes les moyens de préserver leur indépendance. On a proposé, avec mon co-auteur Benoît Huet de ce point de vue-là, de mettre en place ce qu'on a appelé une loi de démocratisation de l'information. Et c'est important parce que pour le coup, le politique, il a deux outils ici entre ses mains. C'est quoi les outils qu'a entre ses mains le politique? Un, pour la presse papier et pour la presse en ligne, ce sont les aides à la presse. Et les aides à la presse, c'est pas du tout un outil négligeable quand on sait que la première des aides à la presse, c'est la TVA à taux réduit. Et vous supprimez à beaucoup de médias la TVA à taux réduit, leur équilibre économique, il est remis en cause entièrement. Deux, et ça c'est encore plus important quand on parle de radio et surtout quand on parle aujourd'hui de CNews, de Bolloré, de télévision, c'est quoi l'outil entre les mains du régulateur? C'est l'attribution des fréquences hertziennes. Vous regardez pas CNews du fait du bon vouloir de Vincent Bolloré. Vous regardez CNews parce que vous avez un régulateur, le CSA, aujourd'hui l'ARCOM, qui a attribué une fréquence hertzienne au groupe Canal détenu par Vincent Bolloré. Cette fréquence hertzienne, c'est pas le cas dans tous les pays. Ils n'ont pas payé pour y avoir accès. D'ailleurs, on pourrait s'interroger là-dessus. C'est le cas par exemple dans le secteur de la téléphonie, vous allez payer. Ils l'ont eu gratuitement. Ils l'ont eu gratuitement. Pourquoi? Parce que normalement, ça vient en échange d'un certain nombre de contreparties. En termes de pluralisme de l'information, par exemple. En termes de qualité. Et puis en termes d'indépendance des journalistes. Aujourd'hui, ces contreparties, elles n'existent plus. Et de fait, elles ne sont plus imposées par le régulateur. Donc, en fait, dans la loi, on a deux outils pour imposer les principes d'une loi de démocratisation de l'information. Soit vous respectez ces principes, soit vous n'avez plus les aides à la presse, soit vous respectez ces principes, ou alors vous n'avez plus accès aux fréquences hertziennes. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une loi de démocratisation de l'information? Un, parce que je pense que fondamentalement, les meilleurs garants de l'indépendance des médias, ce sont les journalistes eux-mêmes. Il faut imposer une gouvernance démocratique à l'intérieur des médias. C'est-à-dire de dire, vous êtes un journal papier, un journal en ligne, vous voulez bénéficier des aides à la presse, vous êtes une chaîne de télévision, vous voulez des fréquences hertziennes, il faut la moitié des salariés au conseil d'administration de votre média. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça qu'il faut écrire vos statuts, ça redéfinit votre gouvernance de manière démocratique. Ça, fondamentalement, ça change le rapport de force à l'intérieur d'un média. Deuxièmement, ça existe dans certains médias, mais il faut le mettre dans la loi. Deuxièmement, le choix du directeur ou de la directrice de la rédaction. Ça ne peut pas être imposé de manière externe, entièrement par l'actionnaire. Il faut qu'il soit validé, par exemple, par les 2/3 de la rédaction. Donc vous dites, le conseil d'administration va choisir un directeur ou une directrice de la rédaction, mais il doit être imposé, il doit être validé aux 2/3 par la rédaction. Troisièmement, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, je vais vous parler du CNR, mais du vrai CNR, voyez, ce qui a réfléchi en 1944. Le CNR en 1944, ils ont réfléchi à la manière de démocratiser les médias. Ils ont pensé aux responsabilités des médias, notamment dans les années 30, et dans leurs responsabilités dans la situation politique de la fin des années 30, de la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont dit, il faut qu'on change la régulation des médias. Parmi les choses qu'ils ont mis dans la loi à cette époque-là, il y avait quelque chose qui s'appelait le droit d'agrément. C'est quoi le droit d'agrément? Qui a été pensé par le CNR en 1944. C'est la possibilité donnée aux rédactions, en cas de changement d'actionnaire majoritaire, de voter sur le choix du nouvel actionnaire. C'est encore dans la loi aujourd'hui. C'est juste que ça a été écrit en 1944, donc il faut le remettre au goût du jour, il faut entièrement le réécrire. En 1944, ça a été écrit que pour la presse, à l'époque la radio et la télé étaient complètement publiques, donc il faut le réécrire pour que ça soit effectif pour la presse papier, pour la presse en ligne, pour la radio, pour la télé. Ça change tous les rapports de force. Je vous donne qu'un exemple, et puis après, je vais m'arrêter là pour qu'on ouvre la discussion. Parlons de la fusion entre TF1 et M6. Elle pose énormément de problèmes, cette fusion, et d'ailleurs la bonne nouvelle de ces dernières semaines, c'est qu'elle va peut-être finalement ne pas se faire. Regardons les autres acquéreurs qui étaient sur la ligne de départ. Bon, du coup il y avait Bouygues avec TF1, il y avait Daniel Kretinsky,
Quand on regarde son comportement, notamment à Marianne, notamment pendant l'élection présidentielle, on peut se dire qu'en termes d'indépendance des médias, c'était peut-être pas non plus exactement le mieux. Potentiellement, il y avait Vincent Bolloré, il y avait Xavier Niel, il y avait tous les milliardaires actuels du secteur des médias. Et si on y pense comme ça, on se dit, bah, il n'y avait aucun bon choix. Il y avait potentiellement que des mauvais choix. J'ai envie de dire que TF1, c'était le pire parce que c'est celui qui allait reconcentrer le plus le secteur médiatique. Si vous donnez un droit d'agrément aux journalistes d'M6, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un de ces acteurs, un de ces milliardaires va venir et leur parler, il va leur dire, bah, nous, on souhaiterait faire une offre pour racheter M6 et les chaînes du groupe M6. Ils ont, pendant quelques semaines, la possibilité irremplaçable de négocier des droits en termes de gouvernance et en termes d'indépendance. C'est le moment, au moment du changement d'actionnaire, où ils peuvent négocier leur indépendance pour le futur et pour les années à venir. C'est ça le droit d'agrément. C'est pas, malheureusement, ça serait mieux un paysage où tout le monde pourrait acheter un petit bout de média et on pourrait tous être collectivement actionnaires du groupe M6. Là, on part en milliards d'euros. Plusieurs milliards d'euros. Donc on ne peut pas le faire collectivement. On peut le faire en aidant des petits médias, on peut aider Reporters, on peut aider Le Vent se lève, on peut venir en appui de plein de petits médias. On ne peut pas le faire pour M6. Mais là, vous renforcez le pouvoir des journalistes. Tout ça, il y a d'autres choses. On peut rentrer dans les détails plus tard. Tout ça, tout ce qu'on peut mettre dans une loi de démocratisation de l'information, aujourd'hui, ça semble indispensable pour renforcer le secteur des médias. Et je veux juste finir en disant ce qui est désespérant année après année, c'est quand vous regardez le sondage Lacroix sur la confiance dans les médias. Elle cesse de diminuer. Et quand vous interrogez les gens sur pourquoi vous faites plus confiance aux médias, en fait, un des arguments qu'ils mettent en premier, ce sont les actionnaires. Et de ce point de vue-là, ils n'ont pas fondamentalement tort. C'est-à-dire que les citoyens ont raison dans leur perception. Ils ont raison dans leur perception des menaces pour l'indépendance. Mais la solution par rapport à ça, c'est pas de dire bah moi je vais m'informer uniquement sur TikTok, sur Twitter ou sur Facebook, j'ai pu faire confiance aux médias traditionnels. C'est-à-dire en termes d'indépendance de l'information, c'est bien pire si vous vous informez sur les réseaux sociaux, d'autant que la plupart des informations de toute façon que vous allez récupérer sur les réseaux sociaux, elles auront été produites à côté par les médias traditionnels. Donc la bonne réaction, c'est pas de dire je fais plus confiance, je consomme plus. C'est de dire il y a un problème en termes d'indépendance. Bah, mettons le débat de l'indépendance sur le devant de la scène. Et ça, malheureusement, c'est pas facile à faire politiquement. C'est pas facile à faire quand vous portez un programme politique. C'est pas facile à faire quand vous êtes candidat pour une élection, que ça soit les législatives ou que ça soit pour l'élection présidentielle. C'est pas facile à faire. Pourquoi? Et ça sera de moins en moins facile à faire dans le futur si on régule pas le secteur. C'est pas facile à faire parce que fondamentalement, vous allez vous mettre à dos tous ceux qui font l'information aujourd'hui et qui sont actionnaires de ces grands médias. Et pourtant, ce risque politique-là, il faut le prendre, mais ce risque politique-là, il faut le prendre aussi si on a le soutien des citoyens derrière qui se rendent compte de l'enjeu aujourd'hui qui pèse sur la liberté d'informer. Donc je suis très contente d'avoir l'opportunité d'en discuter avec vous. Voilà, merci. Merci Julia. Rapidement, quelques questions. L'information dans la part des programmes au total reste quand même limitée dans pas mal de chaînes. Et malgré tout, au-delà des questions relatives au journalisme et à l'information, il y a toute la part relative aux émissions de divertissement et aux magazines, à la variété, etc. Et si on ne peut pas s'appuyer sur cette demande d'agrément ou sur le levier que constituent les sociétés de journalistes, comment faire au moment où il y a un rachat, par exemple, ou une tentative de concentration, pour avoir un impact sur la programmation qui sera anticipée. Oui, bonjour, Signe du 20e. Moi, c'est une question très courte. Comment c'est possible en droit de la concurrence que des personnes détiennent autant de médias? Moi, je voulais te poser une question qui est ceux qui encouragent, tolèrent la concentration, l'hyper-concentration des médias ont un argument assez important qui est, en gros, nous avons une concurrence nouvelle, puissante, avec des capitaux gigantesques, des grandes plateformes américaines, et qu'il n'y a pas de modèle qui peut les concurrencer en France si on n'accepte pas, nous aussi en France, de concentrer. Ça, c'est du point de vue économique. Et puis, il y a
ceux qui nous disent ce n'est pas parce qu'il y a des concentrations, regardons TF1 ou même M6, n'abusent pas du point de vue idéologique de leur mainmise sur les médias. Il y a le cas Bolloré et ce n'est pas généralisable. Donc comment tu réponds à ces deux questions? Bien sûr, moi aussi j'ai des réponses, mais je veux entendre tes arguments, parce que c'est avec ces deux arguments principaux que quand on combat au Sénat ou à l'Assemblée d'ailleurs, on nous répond. Je veux juste aussi dire que ce n'est pas un combat étranger au clivage gauche-droite. J'ai pu le constater dans la commission d'enquête dont j'étais le rapporteur au Sénat, parce que je suis moi-même très déçu de ce que j'ai pu faire adopter finalement, puisque au Sénat on est minoritaire. Mais je n'ai jamais vu à ce point la droite, LR, en défense intransigeante et en défense même de mauvaise foi et l'assumant pour protéger Bolloré. Toute ligne que j'écrivais sur le groupe Bolloré était passée au peigne fin, demandée de suppression dans le rapport, etc. Et je veux aussi rappeler que c'est un combat que la gauche a délaissé, globalement. Et je suis content qu'elle s'en ressaisisse. On a déposé des projets de loi alternatifs sur la redevance, on a mené des batailles d'amendements sur le budget. La gauche reprend ce thème dans le débat public, mais il a été considéré comme un débat de spécialistes, alors qu'il concerne un point fondamental de la démocratie. Victor Hugo disait qu'avec le suffrage universel, la liberté de la presse et de l'information était presque conditionnelle. Pourquoi? Parce que voter, notamment à l'époque des plébiscites de Napoléon III et tout, peut être un exercice limité s'il n'y a pas le débat démocratique et l'information pour que les gens puissent choisir. Ça peut être orienté et une façon de plébisciter et de légitimer des dictatures ou des pouvoirs autoritaires. Et donc, en gros, le vote prend son âme par l'exercice démocratique et l'information et le fait que les citoyens qui vont venir voter aient le choix. Et donc, c'est un enjeu majeur. Voilà, donc mes questions sur comment on argumente la nécessité aujourd'hui de concentrer pour faire face aux plateformes étrangères. Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question. En fait, dire TF1 et M6 n'abusent pas de leur pouvoir aujourd'hui, donc il n'y a pas besoin de les réguler, à vrai dire, tout le monde aurait pu dire la même chose en 2010 en parlant de Canal+. Je veux dire, Canal+, c'était le temple de l'insolence. Personne n'avait anticipé de faire une loi ou de changer la régulation pour protéger Canal+. Personne n'avait anticipé qu'une menace pourrait peser demain sur le groupe Canal. Aujourd'hui, on vous dit TF1, M6. Prenons TF1. TF1, c'est possédé par Bouygues. Bon, c'est possédé à 49% par Bouygues. On parlera tout à l'heure de la manière dont la loi est écrite. Ça me permettra aussi de répondre à la question que j'ai eue sur l'écriture de la loi contre les concentrations. On a appris, parce que vous avez des obligations de transparence quand vous avez une boîte qui est cotée en bourse, on a appris que celui qui venait de dépasser de 5% sa part dans le capital de TF1, c'était Daniel Kretinsky. C'est intéressant parce que tout le monde se dit tiens, TF1 c'est Bouygues. Bouygues, bon, allez, il intervient de temps en temps, il y a de temps en temps un peu d'autocensure, mais il va pas nous sortir un Zemmour, donc c'est tolérable. Déjà, on pourrait s'interroger sur qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui n'est pas tolérable, et est-ce que le modèle TF1 est le modèle parfait. Mais admettons qu'on soit très content avec cet actionnaire. L'actionnariat, ça change. Parce que les gens meurent, je suis désolé de le dire, mais on a eu quand même beaucoup de problèmes, y compris dans le secteur des médias et dans le secteur de l'édition, où vous avez un changement de ligne éditoriale, ou un actif qui va changer de main, qui va être racheté par Vincent Bolloré, parce que les actionnaires n'ont pas toujours la même politique que leurs parents. Quand vous avez un enfant qui va succéder à son père, ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez des boîtes qui sont cotées en bourse.
l'actionnariat il change. Et ça se voit avec le cas Kretinsky pour Bouygues. Je vais vous prendre un autre exemple de médias qui se croyaient très protégés. Finalement, on en est sorti par le haut. Ça aurait pu plus mal se finir. Le Monde, tout le monde se disait, c'est protégé, il y a eu le rachat par Berger, Niel, Pigas, intéressant. À ce moment-là, vous avez eu des négociations, parce que vous aviez une deuxième offre. Vous aviez l'offre de Perdriel. Et donc là, les journalistes ont négocié. Ils avaient deux offres, ils ont choisi une offre. Ils ont obtenu des droits, ils ont obtenu ce qu'on appelle un pôle d'indépendance, ils ont obtenu, pas une gouvernance paritaire, mais quand même un certain nombre de places au conseil de surveillance. Ils ont obtenu des droits. Personne n'aurait dit qu'il y avait une menace qui pesait sur le Monde en termes de changement d'actionnaire. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, vous avez un actionnaire qui meurt, il vous en reste deux, puis vous en avez un des deux qui, sans prévenir personne, à commencer sans prévenir la rédaction, décide de vendre toutes ses actions à Daniel Kretinsky. Alors là, il y a remue-ménage, et puis finalement, ça s'est pas fait parce que voilà, c'était Le Monde, il y a eu une espèce de mobilisation qu'on n'a pas toujours pour les autres médias. Il a pu en acheter que la moitié, et ça a été l'occasion pour la rédaction d'obtenir un nouveau droit, qui est un droit d'agrément, lui, qui était effectif. Mais vous voyez, ça s'est joué à pas grand-chose. Les choses peuvent changer relativement vite. Je vais vous prendre un troisième exemple, Reworld. Reworld, il rachète tous les magazines du groupe Mondadori. Et tout le monde se dit, bon, ça va aller. Et puis il commence à mal agir. Et je me souviens très bien, il commence à mal agir, notamment avec Biba. Ils vont laisser partir toute la rédaction, ils virent tout le contenu du journal, ils le remplacent par des pubs, et puis ils mettent ça en ligne, ils le suppriment du... Et là, à l'époque, vous aviez des journalistes, notamment d'autres titres de Reworld, Grazia, qui regardaient ça un peu de haut en disant « Mais nous, ça va pas nous arriver, Grazia, on est une vraie rédaction, vous savez, d'ailleurs, on fait de l'information. » Et puis après, Reworld fait pareil avec Grazia. Et puis à ce moment-là, vous avez les gens de Sciences et Vie qui sont dans le même groupe, qui se disent « Oui, mais nous, c'est quand même un magazine scientifique, vous voyez, on a notre assise, on a notre public, on est rentable, on produit de l'information, il ne va rien nous arriver. » Puis les gens de Sciences et Vie ne mobilisent pas fondamentalement pour leurs collègues de Grazia. Et puis après, Reworld fait pareil avec Sciences et Vie. Ils virent la rédaction au fur et à mesure, ils la remplacent parce qu'ils appellent des producteurs de contenu. Alors d'ailleurs, non, Reworld ne dit même pas producteur de contenu, ils disent content manager, ça sonne un peu mieux. Et puis ils font partir tout le monde, ils commencent à publier des fake news en ligne sur un site, et c'est fini. Et en fait, au fur et à mesure, tous ceux qui se pensaient protégés, ils se sont fait un peu bouffer. Et c'est là où c'est important d'avoir la loi, parce que la meilleure personne pour protéger contre un actionnaire interventionniste, ça reste quand même le régulateur, notamment dans le secteur des médias. Sur le deuxième argument, l'argument des plateformes, qui consiste à dire, regardez, nous on est tout petit, et on a tous les gros à côté, Google, Amazon, Facebook, et si on peut pas se concentrer, on va se laisser bouffer. Là, c'était vraiment pendant les auditions, c'était l'argument Bolloré. Je sais plus si c'était Bolloré qui est arrivé avec ça, ou c'était peut-être Arnaud, ils avaient fait des petits graphiques, vous savez, ils avaient mis le groupe d'un côté, puis après ils avaient mis des gros points, Netflix, Amazon, Facebook, c'était là, oh, vous avez vu comme ils sont gros, et nous on nous dit qu'on est trop concentrés, ça va pas marcher. Sauf que leur argument il est faux. Il est faux de plusieurs points de vue, mais le premier point de vue le plus fondamental, c'est que ce sont des entreprises qui ne jouent pas sur le même marché. Vous pouvez pas prendre le chiffre d'affaires de Netflix et le comparer au chiffre d'affaires de TF1. TF1 produit du contenu pour le marché français. Nous sommes certes un grand pays, mais avec 60 millions d'habitants. Netflix produit des contenus pour le monde entier. Je veux dire, si on veut fusionner pour faire face à Netflix, on a fait un calcul qui est très très bête. J'ai fusionné tout le chiffre d'affaires de toutes les chaînes privées, toutes les chaînes publiques, les chaînes privées gratuites, les chaînes privées payantes, tout l'audiovisuel français. Vous le prenez, vous le fusionnez. Vous n'arrivez même pas à la moitié du chiffre d'affaires de Netflix. Vous avez plus de pluralisme en France, et vous n'avez toujours pas résolu votre problème de concurrence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire face aux GAFA. D'ailleurs, il y a des choses qui ont été faites, qui commencent à être faites, notamment à l'échelon européen. Parce que pour le coup, sur les GAFA, c'est le bon échelon pour aller réguler. Et à ce qu'on appelle le Digital Market Act, qui est passé en mars dernier. Il y a le Digital Services Act, qui est passé en avril dernier. Donc l'idée, c'est de mieux réguler la concurrence dans ce secteur-là, mieux réguler aussi tout ce qui est la propagation de fausses informations et la régulation du contenu sur les réseaux sociaux. Bon, on ne va pas rentrer dans tout le détail de ça, mais il y a des choses qui sont faites et des pierres qui sont mises petit à petit en place en Europe, et ça, il faut vraiment le pousser. Il faut les réguler, ces plateformes. Et on s'améliore un peu. Aujourd'hui, Netflix a des obligations d'investissement dans les contenus en France. Avant, ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que ce n'était pas normal. C'est pas normal qu'une chaîne privée doive investir dans les contenus et pas une plateforme de SVOD. Donc on a poussé là. Mais ce qu'il faut faire, c'est être ambitieux.
dans la régulation des plateformes plutôt que, excusez-moi pour l'expression, mais de foutre en l'air ce qui marche à peu près bien aujourd'hui en France, en disant si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à être à la hauteur de ses concurrents qui, de facto, ne jouent pas sur le même marché. Ça, c'est la deuxième chose. Par rapport au droit de la concurrence, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que ce droit de la concurrence, il date de 86 pour la régulation des médias, et de plein de points de vue, il est relativement mal régulé. Sur la presse écrite, c'est complètement évident que c'est mal écrit, parce que la presse écrite, tout est défini par rapport à un marché, donc vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 33% de part de marché. C'est également le cas pour la presse locale. Donc en fait, vous avez des monopoles de PQR, de presse quotidienne régionale, vous avez des monopoles au niveau local, mais par rapport à la loi, ils ne sont jamais en position dominante s'ils ont toujours moins de 33% des parts de marché. Ensuite, le problème, c'est que souvent on compte en termes de nombre d'acteurs. On devrait davantage prendre en compte, l'audience. Alors là, c'est quand même un peu pris en compte, notamment dans la gestion du pluralisme, mais il faut regarder l'audience cumulée des différentes chaînes, il faut regarder sur les différentes plateformes. C'est vrai que ça fait aucun sens aujourd'hui de simplement réguler l'audience d'une radio. Il faut regarder l'audience de la radio, l'audience de la télé, combien ils vont toucher de gens sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. En fait, la loi de 86, fondamentalement, moi je vois pas comment la réécrire. Ma seule solution, vous la prenez, vous la mettez à la poubelle. C'est-à-dire, il y a un moment donné, quand tout un paysage a changé, on peut plus rafistoler. On a essayé de rafistoler. Ça fait 40 ans qu'on essaie de la rafistoler. Il faut la prendre, la mettre à la poubelle, la réécrire de zéro dans un paysage qui est adapté. Et de ce point de vue-là, vous avez eu un rapport qui a été fait par l'IGAC et l'Inspection Générale des Finances. Je pense qu'ils vont exactement dans la mauvaise direction. Eux, ils disent que le paysage va continuer à changer, donc finalement, ça ne sert plus à rien d'avoir de règles en termes de pluralisme et de concurrence. On laissera le régulateur décider au fur et à mesure. Non, on ne peut pas laisser le régulateur décider au fur et à mesure. Il faut mettre des règles, mais il faut faire en sorte de les adapter régulièrement. Par rapport à ça, la question qui va se poser, c'est aujourd'hui sur la fusion TF1-M6. Et la question qui se pose aussi, c'est le rôle joué par l'ARCOM. Le problème de ces fusions entre groupes, c'est que ça dépend de deux autorités. L'ARCOM, l'ancien CSA, qui va réguler la question du pluralisme et qui va dire est-ce qu'on peut avoir ou non un pluralisme préservé. Et deuxièmement, l'autorité de la concurrence qui va regarder davantage la question du marché, et notamment en l'occurrence la question du marché publicitaire. Sur TF1 M6, si on regardait le paysage audiovisuel, on aurait pu légitimement se dire que, y compris l'ARCOM, aurait dû tirer la sonnette d'alarme. Bon, il se trouve que cette fois-ci, c'est l'autorité de la concurrence. A priori, ça va ralentir cette possibilité, et ça paraît être plutôt une excellente chose. Et pour finir avec la question du divertissement, c'est compliqué de définir le divertissement, hein, parce que souvent vous avez une utilisation du divertissement à des fins très politiques. Je veux dire, Hanouna, c'est l'utilisation à des fins entièrement politiques de ce qu'on appellerait la notion de divertissement. Et ça, c'est une des limites également de la manière dont ça marche aujourd'hui la régulation des chaînes. La manière dont ça marche aujourd'hui la régulation des chaînes, c'est qu'on va réguler le temps de parole uniquement des invités politiques. Et est défini comme invité politique tout élu ou personne ayant participé à une campagne électorale. Je ne vais pas vous faire le coup de Zemmour, qui jusqu'en septembre de l'an dernier n'était pas considéré comme une personnalité politique, mais vous pouvez inviter des gens sur lesquels vous allez coller l'étiquette expert, ou vous allez inviter des humoristes dont l'humour est ouvertement d'extrême droite, vous allez leur donner entièrement l'antenne et vous n'allez faire que de la politique. Le choix des programmes est politique, le choix des thèmes est politique. Et c'est pour ça qu'il faut aussi repenser aujourd'hui la manière dont on régule le pluralisme, parce que ce pluralisme, il est essentiel. Et ça, c'est la dernière chose sur laquelle je veux insister énormément. Il y a plein de gens qui disent, aujourd'hui, on n'a plus besoin, pour la télé, de réguler le pluralisme à l'intérieur des chaînes, parce qu'on a finalement, si on assure suffisamment de concurrence, on aura un pluralisme à l'extérieur des chaînes. Et puis, si vous n'êtes pas content de regarder ces news, vous pouvez toujours aller acheter l'Humanité. C'est un peu ça qu'on nous dit. Et on va nous dire aussi, mais regardez le nombre d'acteurs, maintenant il y a un nombre infini de médias de gauche, d'extrême gauche, écologistes, de tout le spectre politique qui sont disponibles en ligne. La vérité, c'est qu'il faut regarder le comportement de consommation des Français, comment ils consomment concrètement des médias aujourd'hui. Vous avez beaucoup de citoyens, y compris parmi ceux qui votent le plus, c'est-à-dire parmi ceux qui sont les plus âgés, qui continuent à ne s'informer que par la télé. Il faut regarder la manière dont ils s'informent par la télé. En France, c'est pas le cas qu'en France, les gens, j'ai envie de dire, sont des paresseux de la télécommande. C'est-à-dire qu'en fait, ils restent toujours sur la même chaîne. Le fait simplement de passer de là... Mais ça a été quantifié.
Vous passez de la 1 à la 2, vous perdez 1 ou 2 points d'audience. Et c'est pareil, à chaque chaîne, vous passez de la 1 à la 14. Par la simple fait d'être sur le canal 14, vous allez perdre plusieurs points d'audience. Et vous avez des gens qui ne changent jamais de chaîne. Et ces gens-là, comme citoyens dans une démocratie fonctionnelle, ils ont le droit et on a le devoir de leur garantir le pluralisme de l'information qu'ils peuvent consommer. Bien, merci, merci Julia. Encore un débat de fond important qui s'achève. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps.